qui va être faite par Monsieur Jean-Yves Madec, qui est directeur scientifique antibiorésistance à l'ANSES. Bien, donc je disais bonjour. Merci pour l'invitation. Merci aussi pour l'organisation du colloque. C'est effectivement une thématique très en vogue, extrêmement importante, avec différents regards. Quand on a préparé le colloque, l'idée c'était de réunir différents secteurs, évidemment, pour parler de ce sujet, pour que l'ensemble se mette dans une perspective, une seule santé, et puis aussi de convaincre les gens, convaincre le public, convaincre que c'est important, convaincre. Donc j'ai essayé de trouver des exemples pour essayer de vous convaincre. Alors on m'a demandé de parler des animaux domestiques, donc je vais parler des animaux domestiques, d'autres parleront des autres secteurs. Et donc je vais vous donner des exemples. Alors j'en ai pris 7, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais je pense qu'avec 7 on va déjà faire un tour. Et l'idée c'est qu'à partir de ça, ça vous évoque des réflexions, voire si ça peut vous convaincre tout de suite, c'est déjà pas mal. Mais on va partir de cas concrets. Alors moi je travaille à l'ANSES, vous savez que l'ANSES c'est une agence de sécurité sanitaire qui a un certain nombre de laboratoires, dont un est à Lyon, et qui est basé à Gerland. Et sur le domaine de la résistance aux antibiotiques, en gros, notre métier, c'est de surveiller ce qui se passe dans le monde animal et d'arriver à dire au pouvoir public, à nos tutelles, pour aider dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, où sont les problèmes, quoi. Où est-ce qu'il y a de la résistance, si ça augmente, si ça diminue, si c'est dans tel type d'infection plus que dans tel autre, dans tel type de bactéries, tel type d'animaux. Et donc, c'est ça notre métier. Donc, c'est de maintenir à jour un état des lieux en appui des politiques publiques. Et notamment des plans ministériels qui sont mis en œuvre en ce moment. Le plan éco-antibio, dont vous avez entendu parler, probablement, qui est suivi d'un plan éco-antibio 2. Alors, je vous ai pris 7 exemples. Et le premier, c'est chez le chien. Et l'idée là derrière, en plus, on m'a dit que c'était interactif. Donc, je vais vous poser des questions. Donc, la question que je voulais vous poser, si vous ne répondez pas, je vous donne la réponse, mais c'était, d'après vous, chez le chien, quelles sont, parce qu'il y a plusieurs types d'infections pour lesquelles il y a des usages antibiotiques majeurs. Est-ce que vous avez des idées? Dermato, bon, c'est ce que je voulais attendre. Ça tombe bien, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en dermato? Effectivement, en dermato, alors il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour prévenir l'usage des antibiotiques. Il y a des guides de bonne pratique qui ont été développés d'ailleurs de façon assez précoce en dermatologie canine. Mais on est capable d'utiliser le fluoroquinolone 3 mois chez un chien qui a une pyodermite profonde. Donc, c'est vraiment des traitements antibiotiques qui peuvent être très longs. Donc, nous, les données qu'on a, c'est les données sur la résistance de la principale bactérie qui est responsable de pyodermite chez le chien, qui est le Staph pseudointermedius, qui est un staph à coagulase positive. Vous savez que le staph du chien, ce n'est pas le staph doré, contrairement à l'homme, c'est le Staph pseudointermedius. Et donc nous, ce qu'on surveille, par exemple, c'est la résistance à la méticilline, que vous connaissez être comme un marqueur majeur de la résistance aux bêta-lactamines, toute la famille des bêta-lactamines chez les staphylocoques. Et aujourd'hui, on a, en médecine canine, à peu près 20 à 25% de résistance à la méticilline chez le principal staphylocoque des chiens. Voilà. Donc, ce que j'essaye de vous dire pour vous convaincre, c'est que, et c'est probablement un des rares cas, parce qu'aujourd'hui, on pourra rediscuter d'ailleurs sur les nouveaux antibiotiques. Moi, je pense que la médecine vétérinaire n'a pas besoin de nouveaux antibiotiques. Donc, il faut vous détendre par rapport à ça. Mais par contre, la médecine vétérinaire est aussi assez peu confrontée à l'échec thérapeutique. Et ça, c'est une grosse différence avec la médecine humaine. Ça, c'est peut-être un des rares cas. C'est-à-dire qu'on a des vétérinaires dermatos qui ont des problèmes de thérapeutique, d'efficacité thérapeutique, parce qu'ils sont face à des bactéries multirésistantes. Ça, c'en est une. Et on est donc en situation d'échec thérapeutique en médecine vétérinaire. Donc la première raison pour laquelle il faut faire attention, c'est parce qu'on peut se retrouver derrière des échecs thérapeutiques, devant des échecs thérapeutiques. Celui-ci en est un. Voilà une première raison. Bon, j'ai changé un peu. On va prendre le chat. Ce que je veux vous dire sur le chat, c'est une histoire. Je racontais des histoires d'animaux, moi. Une histoire, on a vu dans notre système de surveillance arriver des Klebsiella pneumoniae, issus d'infections urinaires chez le chat, dans le cadre du réseau. Ces Klebsiella étaient résistantes à quasiment tout, céphalosporine de dernière génération, fluoroquinolone, aminoside à haut niveau.
Et quand on regardait d'où elles venaient, des chats, elles venaient de chats qui étaient totalement dispersés en France. Et quand on a regardé au plan moléculaire ces klebsielles, c'était toutes les mêmes. Vous avez une idée de la réponse, ou du pourquoi. Alors, vous avez plein de klebsielles, les mêmes klebsielles de plein de chats venant de différents endroits. La réponse, c'est que vous savez que comme je parle des vétos principalement, je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un chat bouché. C'était des chats bouchés, donc des chats qui avaient des obstructions urinaires, ce qu'on appelle chat bouché dans le jargon. Voilà. Je vois que voilà. Donc quand on ne peut pas déboucher un chat, on le réfère. Voilà. Et donc c'était des chats qui étaient tous de partout en France, référés dans la même clinique vétérinaire, qu'on appelle clinique référée pour les vétérinaires, qui subissaient des chirurgies, cytostomie, urétrostomie, et qui partaient bouchés de leur clinique, sans la klebsielle, et qui revenaient débouchés, mais avec la klebsielle. Et donc c'est des chats qui, à 6 mois, faisaient des cystites chroniques avec la klebsielle qu'ils avaient acquise dans la clinique référée. Donc ça, on l'a documenté, ça prend un certain temps pour appeler, savoir pourquoi c'est pas les mêmes propriétés. Mais en fait, ça, c'est la deuxième raison que je voulais illustrer aujourd'hui. Pourquoi il faut faire attention? Pourquoi il faut vous convaincre? C'est parce que là, on a typiquement un cas d'infection nosocomiale. C'est exactement ce qu'on a à l'hôpital, quand on rentre sans rien et qu'on sort avec quelque chose. Là, les chats rentrent sans la klebsielle et ressortent avec une infection qu'ils ont acquise dans une clinique référée par des klebsielles résidentes, une klebsielle résidente qu'on a identifiée dans la clinique. Après, il y a eu toute une vague de désinfection, etc. Donc la clinique a été nettoyée. L'affaire s'est tassée, mais ça existe aussi en médecine vétérinaire, il faut le savoir. Donc c'est une deuxième raison pour vous convaincre. Il n'y a pas besoin d'être une clinique référée pour avoir des infections nosocomiales. On a eu d'autres cas dans d'autres cliniques, qui sont des cliniques classiques, où on fait rentrer des chiens et ils ressortent avec des Staph intermedius multirésistants. Et petit à petit, au cours des années, le vétérinaire se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas et finalement, c'est une bactérie qui est résidente. Donc ça, c'est, selon moi, une deuxième raison pour vous convaincre. Bon, une troisième, c'est celle-là. Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle de ça ? Alors, je vous parle de ça parce qu'on se parle de staphylocoque. Ça plaira à mon ami de gauche. Je vous parle de ça parce que il y a eu une histoire qui a défrayé la chronique dans début des années 2000, 2004 ici, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est chez l'homme, contrairement à la France à l'époque, où les staphylocoques dorés, on parle du staphylocoque doré, résistant à la méticilline, à l'hôpital, il y avait à peu près 30% de SARM à l'hôpital en France. Les Pays-Bas, c'est un pays où il y a très peu, voire pas de SARM, enfin on va dire très peu parce que c'est pas très scientifique, donc très peu de SARM, des taux de prévalence très faibles à l'hôpital. Et en 2004, ils ont vu arriver un petit pic de cas de SARM à l'hôpital. Et ce petit pic, ça les a beaucoup émus parce que c'est un pays qui se dit sans SARM, on va dire, et qui du coup regardait d'où ça venait, quoi. En plus, ils ont essayé de typer moléculairement le SARM et ils ne sont pas arrivés. Ça ne marchait pas avec les techniques de l'époque. Ils l'ont appelé non typable au départ. Puis bon, après, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dessus. Et ils se sont rendus compte que ces SARM étaient associés à des patients qui étaient éleveurs de porcs ou qui étaient associés aux élevages de porcs. Ils pouvaient être techniciens, y compris vétérinaires, etc. Donc ce que je veux vous montrer là, c'est que d'un coup, ils ont pris conscience qu'il pouvait y avoir un transfert entre l'animal et l'homme pour une bactérie majeure, considérée comme majeure en pathologie humaine, qui est le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que une troisième raison pour vous convaincre de faire attention, c'est que ça se transmet à l'homme, parfois. Alors on pourra débattre de combien, pourquoi, quelle fréquence, est-ce que c'est vrai tout le temps, etc. Mais ça, on ne peut pas l'ignorer. Ça a eu un retentissement majeur et c'est un vrai sujet. Voilà. Alors après, on pourra voir les suites. Aujourd'hui, on trouve très peu de SARM du cochon, tu confirmeras, à l'hôpital en France. Donc Frédéric Laurent, qui est responsable du CNR sur les staphylocoques à Lyon, vous le dira. Et puis, je me sens de lui dire ça devant les yeux, donc c'est que c'est sans doute vrai. Voilà. Mais ça, c'est la troisième raison. Troisième, on va revenir sur le chat.
Et alors là, donc là, je sais pas pourquoi, je pense que vous ne savez pas pourquoi je remets un chat, mais moi je vais vous le dire. Je ne sais pas si vous avez des chats, moi j'en ai 2, dont un qui est intouchable. Ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsqu'on a un chat qui sort, qui a un abcès qu'on ne voit plus, mais dans des occasions aussi plus légitimes, hein, qui a une stomatite et qu'on ne peut pas lui donner de la rilexine par voie orale, ou quand on a un problème d'observance avec un propriétaire qui ne se sent pas de donner 2 comprimés par jour à un chat pendant 5 jours, qu'est-ce qu'on fait? Ça. Alors, j'ai rien contre le chat, et j'ai rien contre cette molécule, et j'ai aucune action chez Zoetis, ni chez un concurrent de Zoetis. Mais je veux illustrer par là que, à la fois chez le chat, et aussi beaucoup en bovine, pendant une longue période, on a développé des longues actions, ce qu'on appelle des longues actions, c'est-à-dire des molécules qu'on injecte et qui restent longtemps actives chez l'animal. Ça, par exemple, c'est une longue action. Et quand on interviewe les vétérinaires et qu'on leur dit pourquoi vous utilisez ça, alors soit ils disent parce que le chat ne peut pas avaler, donc on ne va pas lui mettre un comprimé, soit pour toutes les autres raisons, et aussi parce que c'est assez pratique de faire de l'intra-chat et que la molécule reste 14 jours dans le chat. Et c'est pareil pour les bovins, etc. Et aujourd'hui, on revient à cette notion de longue action, parce qu'avoir un médicament longue action, c'est un médicament qui a de l'impact, qui sélectionne la résistance aux antibiotiques au-delà du temps nécessaire pour que le chat revienne, ou le bovin revienne, parce que c'est le système immunitaire finalement qui restaure la santé. Donc ça veut dire que pendant 10 jours, l'antibiotique est actif, et donc il a un impact sur les flores. C'est une 4e raison pour faire attention, parce que là on a un impact sur les flores bactériennes, c'est-à-dire que le chat, il excrète des bactéries résistantes au-delà, et des bactéries qui sont naturellement commensales de son tube digestif. Ensuite, je vous ai mis un veau. Non, parce que les chats et les chiens, peut-être qu'il y a des ruraux dans la salle, donc vous ne voulez pas vexer personne, même si la plupart d'entre eux sont mixtes. Mais je vous ai mis un veau. Pourquoi le veau? Vous savez pourquoi le veau? Non. C'est un veau laitier, c'est important. Il y a un sujet sur le veau laitier. Et là, on dérive un petit peu, et ça permettra l'ouverture et aussi la transition avec Marion sur les aspects hors prescription. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, mais dans le contexte global. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était le vétérinaire qui prescrivait ou pas un certain nombre de choses, des antibiotiques. Là, c'est un autre sujet qui est plutôt zootechnique. Le veau laitier, bon, vous savez tous qu'un veau laitier mâle, ça n'a pas de valeur économique. Ça vaut 30 € sur le marché. C'est juste nécessaire pour faire du lait encore, et ça c'est heureux. Mais par contre, c'est collecté ensuite pour être engraissé dans une filière dite veau de boucherie, qui est une filière très aval, pour essayer de tirer le meilleur parti d'un veau qui vaut rien. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la résistance de type, ça a été cité tout à l'heure, résistance aux céphalosporines de dernière génération, lorsqu'on la regarde chez les bovins, c'est chez le veau qu'il faut la trouver. Enfin, si on veut la trouver, c'est chez le veau. Or, c'est des veaux qui sont jeunes, qui ne sont pas spécialement malades, qui peuvent l'être, mais voilà, en tout cas quand ils sont à l'abattoir, ils ne le sont plus, et qui sont extrêmement porteurs de cette résistance-là. Donc, je vais passer sur les détails, mais il y a une étude qui a été faite, notamment en partenariat entre notre laboratoire et 2 unités de notre laboratoire, celle que je coordonne et l'unité d'épidémiologie, pour essayer de comprendre pourquoi la résistance était majeure chez des veaux qui ont 4 semaines et qui viennent à l'abattoir, qui viennent se faire engraisser pour ensuite 6 mois après être à l'abattoir. Et vous voyez ici, on a 10 ateliers d'engraissement. Le taux de résistance à l'entrée et à la sortie, le rouge c'est à l'entrée, le vert c'est à la sortie. C'est-à-dire que le veau, quand il rentre à l'abattoir, quand il rentre à l'atelier d'engraissement, il a 4 semaines et il est farci de résistance. Bon. Là, je pense que tout le monde dans la salle doit connaître la réponse, mais en tout cas, l'hypothèse majeure qui est tellement dominante en Europe et qui a conduit l'EFSA à s'en saisir et à émettre un rapport au début 2017 là-dessus, c'est lié très probablement au fait que le lait à résidus d'antibiotiques écarté de la consommation humaine soit donné à un veau qui ne coûte rien, et donc que ça arrange tout le monde qui puisse avoir du veau pendant au moins 3 semaines, du lait pendant au moins 3 semaines avant de partir de l'élevage. Voilà. Et que donc ce lait-là, qui est enrichi en antibiotiques, puisse être une cause majeure de sélection de la résistance. Donc, une autre raison pour vous convaincre de faire attention, c'est d'éduquer la clientèle. Alors évidemment, vous allez voir un éleveur, vous allez lui dire « faut pas faire ça », il va vous dire « mais je fais quoi ?» Voilà, ça repousse le problème. Mais
Il y a des pistes, mais en tout cas, c'est une pratique réellement qui a un impact sur la sélection de la résistance. Je ne sais plus à combien d'exemples j'en suis. Je crois 5. Il en reste 2. Très bien. Je suis dans les temps? Oui. Ça, pourquoi je vous ai mis ça? Parce que ce n'est pas l'animal domestique. Mais quand on m'a donné l'animal domestique, comme j'ai vu que Marion, après, allait parler du sol, de l'eau et des oiseaux, je me suis dit, il faut quand même qu'on mette un peu ce qui se mange. Et donc ça se mange, c'est le poulet. Donc c'est un animal domestique un peu en fin de vie, là. Je vous l'ai mis pour la raison suivante. Si vous allez au supermarché et que vous écouvillonnez la surface de ça, vous trouvez entre 70 à 90% de colonisation par des entérobactéries résistantes aux céphalosporines dernière génération. Tout ça dans un contexte où le plan éco-antibio a vraiment mis beaucoup d'efforts, et l'ensemble des filières ont mis beaucoup d'efforts, des acteurs, pour réduire la pression de sélection. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde dans les élevages aujourd'hui de poules et de chair, on trouve très peu de ce type de résistance. Donc là, il y a une espèce de paradoxe qui est extrêmement intéressant à soulever, qui n'est probablement pas lié à un usage d'antibiotiques, donc ce n'est pas forcément aux vétérinaires qui ont déjà été impliqués dans cette question-là au moment du contrôle de leur prescription dans les élevages. Mais c'est quand même un peu curieux et à tout le moins pas acceptable d'avoir, de mon point de vue, et puis pas le seul, à tel point que dans le plan éco-antibio 2, il y a un objectif de réduction de la colonisation du poulet à la vente de 50%, qui est un des rares objectifs chiffrés qu'il y a dans le plan éco-antibio 2, parce qu'on ne peut pas avoir quelques pourcents de résistance dans les élevages et 90% quand on achète du poulet. Voilà. Et donc, malgré cet effort-là, il y a encore... Et là, les acteurs sont pas... On n'est pas sur la prescription d'antibiotiques, probablement, quoique, on ne sait pas. Mais probablement que non, puisqu'on est plus aval, on est dans la chaîne alimentaire. Peut-être qu'il y a des facteurs d'amplification. Peut-être qu'on a moins de bactéries résistantes qui rentrent, mais qu'avec des facteurs de process, d'amplification dans les process de la chaîne alimentaire, on a des facteurs d'amplification qui fait que... Mais en tout cas, quand on fait la manip, c'est ce qu'on trouve. Et puis le dernier exemple, c'est celui-là, qui est une autre façon de manger aussi, parce que c'est une étudiante algérienne qui est venue au labo et qui voulait travailler sur les kebabs. Elle m'a dit, je voudrais savoir ce qu'il y a comme résistance aux antibiotiques de dernière génération sur les kebabs. Je dit, on va prendre des kebabs. Alors elle a pris des kebabs, on ne sait pas quoi dans le kebab cause quoi. Parce qu'elle a pris un bout de salade, un bout d'oignon, un bout de tomate, elle avait pris merguez et poulet. Je lui dis bon choix. Et donc elle est partie de sa fac, et ensuite elle est allée jusqu'à centre-ville de Béjaïa, et chaque fois qu'elle voyait un kebab, elle achetait 2 kebabs. Merguez, poulet. Donc elle a eu 100 couples de kebabs. Pour avoir 100 couples de kebabs, elle a fait 200 kebabs, parce que quand elle rentrait, elle mettait des gants pour stopper la contamination, c'est une étudiante de microbiologie. Donc. Et donc, une fois sur deux, on pensait qu'elle était de la police, et on ne lui donnait pas les kebabs. Mais elle a quand même réussi à avoir 100 kebabs, je vous jure que c'est vrai. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20% des kebabs qui sont porteurs de résistance d'entérobactéries résistantes aux céphalosporines de dernière génération, des Escherichia coli, des Klebsiella, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller à Béjaïa en touriste et choisir laquelle des entérobactéries vous voulez manger avec votre kebab. Parce que vous avez des types d'entérobactéries en fonction des quartiers. C'est ce qui est là. Donc quand on regarde au plan moléculaire, les clones, les machins, etc., on se rend compte qu'il y a des clones typiques par quartier. Donc on peut imaginer, mais c'est de la fiction, mais ça serait bien de recompenser et d'aller plus loin. Ça peut être le couteau de l'un parce qu'il n'avait pas, il le donne à l'autre. Ça peut être la salade qui distribue à tout le monde. Ça peut être une source environnementale, et puis voilà, ça fait un peu la transition. On ne sait pas. Donc on est loin. Donc là, le conseil à vous donner, c'est quoi? Parce que vous allez me dire, oui, d'accord, autant le premier, c'était clair, parce que je sais que je prescris une fluoroquinolone, je peux arrêter. Autant là, mais c'est justement le but. C'est justement le but du colloque, de faire ces ponts. Et donc là, on est quand même dans un animal domestique qui a contribué à l'aliment. On ne sait pas si c'est lui, mais c'est peut-être pas lui du tout. Ça peut être tout à fait autre chose. Et donc, on est dans une 7e raison, à mon avis, de convaincre qu'il faut au moins être sensibilisé, même si là-dessus, on n'est pas forcément un acteur direct de ce qu'on peut faire. Mais finalement, on est dans une problématique très écologique, et je pense que Marion ira tout à fait dans ce sens-là, qui rejoint les autres, qu'on connaît, du climat, etc., où on est des acteurs des fois très directs, et la plupart du temps, des acteurs où on se dit, est-ce que ça compte ce que je fais? Et on doit s'inscrire dans une dynamique plus collective. Voilà. Donc, je vous ai remis ici tous les exemples, et les raisons pour lesquelles
on doit faire attention et que j'espère vous devez être convaincus, c'est que si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous n'êtes pas sensibilisé à la question, vous pouvez avoir des échecs thérapeutiques. Ce n'est pas le gros du morceau, mais c'est quand même important. Vous pouvez avoir des infections nosocomiales, vous pouvez avoir du transfert à l'homme, c'est un des exemples, il y en a d'autres. Vous avez un impact sur les flores bactériennes, je vous ai montré 2 exemples, la longue action et puis l'histoire de l'alimentation des veaux. Et vous avez un impact aussi sur la colonisation des denrées alimentaires, parce que là, mon sujet, c'était sur les animaux domestiques, mais évidemment, vous pouvez avoir un impact sur l'ensemble des écosystèmes qui entourent soit l'homme, soit l'animal. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et voilà ma conclusion. Tous responsables.